toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Allez, je lui parlerai et je partirai. Que m'emmenez-vous, Porphyre Séméonovitch? Ah, vous êtes là? Vous cherchez? Et que me voulez-vous? Mon Dieu. Simplement, à titre de renseignement, quelle intention avez-vous de répondre à mes lettres? Vos lettres? Que disaient-elles? Ne le saviez-vous pas? Mon foyer est un paradis, mais l'ange est absent. Je ne saurais que faire d'un paradis. Je suis un être humain. Comment savoir ce que vous ferez demain, en ne sachant pas ce que vous allez faire au paradis? Une bonne âme qui pas son tout lieu, sur terre comme au ciel. Je ne vois pas en quoi le fait de vivre sous votre toit constitue en mon état une amélioration. Je suis désolée, Porphyre Séméonovitch, mais votre proposition me surprend. Pourquoi vous marier? Pourquoi avez-vous besoin d'un ami en jupon? Si j'avais votre âge et vos biens, votre honnêteté et votre bon sens, je ne demanderais rien de plus. Et si j'avais quelque amour à offrir, il irait entièrement à mon prochain. Aimer son prochain. Voilà la plus belle occupation de la vie. Ce n'est pas bien de se moquer de moi. Je suis incapable de m'occuper de mes semblables. Il y faut quelque habileté de l'obstination. Dieu ne m'a donné ni l'un ni l'autre. J'ai essayé de faire quelques bonnes actions, mais je n'ai réussi qu'à m'y rendre importun. Je n'étais bon à rien, sauf à aimer. Venez à moi. Non. Non, pardon. Et croyez-moi, ceux qui refusent ne sont pas forcément des ingrats. Ah, qu'est-ce que j'entends? C'est sans doute Platonov qui pince quand même. Quelle créature. Même Tulène. Toujours cette question que font les femmes. Des femmes? Quelle femme? Est-ce que tu n'es pas une femme aussi? Une femme aussi? Il n'y a pas de femme. Je suis malheureuse, Laine. Je suis jalouse, Laine. Et je voudrais être toujours avec toi. Et je voudrais te suivre et être là, sans que tu ne le saches. Car peut-être que tu vois d'autres femmes, mais que tu ne me le dis pas. La femme sans l'homme, que ferait-elle? Mais de l'homme envers la pauvre femme dans son cœur, il n'y a rien de durable et de nécessaire. Et c'est là mon doute et mon tournant. Les femmes ne sont pas bien bêtes, Oui. mais même tu l'aimes. Cela me regarde. Il est trompeur un homme de parler de ces choses quand il fait jour. J'ai peur pour toi, Laine. Et sans cesse, je voudrais être avec toi. Comme un enfant dont on ne sait pas ce qu'il fait. Car où vont tes yeux, tes mains y sont bientôt. Toc toc toc. Me feriez-vous la grâce, don Juan, de bien vouloir me reconnaître? Et puis-je moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade tellement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à côté d'une trahison que tant d'apparence me confirme. J'ai été assez bonne, je le confesse. Plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Je me suis forgé exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler, je rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocent à vos cœurs. Mais enfin, cet abandon ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez donc, Jean, je vous prie, et voyons de quelle heure vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je ne rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez, il m'importe quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parlons qu'à madame. Que voulez-vous que je lui dise? Approchez, puisqu'on est ainsi, et lui dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas? Je n'ai rien à répondre, vous me moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis? Madame,
madame, les conférents, Alexandre et les autres noms sur cause de notre départ. Voilà tout ce que je peux dire. Vous plaît-il bonjour nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ce genre de choses. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Vous m'aimez toujours d'une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous sont obligées à partir sans m'en donner avis et qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps? Je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, et que séparé de moi, vous souffrez ce que souffre un corps séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, non pas demeurer interdit comme vous l'êtes. Et je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir, non point par des raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, en vous épousant, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de vous retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer une si sainte pensée et que j'alasse, en vous retenant me mettre le ciel sur les bras et que par... Assez maintenant que je te connais tout entier, et pour mon malheur je ne te connais que lorsqu'il n'est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Ce gars-là, le ciel! Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire retraite. Ce vulgaire dessein peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Sans un mal au cœur saurait-on l'écouter. Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille, Comment? fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point, et pouvez-vous, ma sœur, au sujet de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire? Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez ce genre grossier, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honneur en tous lieux. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être loin d'un homme dont l'esclave a servi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, et donne à la raison l'empire souverain. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements, qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant. Pour différents emplois nous fabriquons naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, au monde des savants les spéculations, le mien est fait ma sœur pour aller terre à terre, et dans les petits sens son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'humaine et terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous saurons tous deux imiter notre mère. Vous du côté de l'âme et des nobles désirs, moi du côté des sens et des grosses plaisirs. Vous aux productions de lumière, moi qui sont dans celle, ma sœur, de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler.
Ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez, si ma mère n'eut que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prends, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté, des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point un plan pour seconde. Quelques petits savants qui veulent venir au monde. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Laissez tomber vos regards sur le plus intime de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave. Je suis cousin de votre mari. Venez-vous pour le voir, entre logis de revenu. Je ne suis pas venu pour le voir et n'entrerai point au logis, de peur que vous m'en chassiez tout à l'heure lorsque je vous aurais dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de le dire et de m'arrêter plus longtemps. Je ne saurais m'en dispenser, et je vous supplie de vous arrêter pour l'entendre. Cruelle Marielle, vos yeux ont causé bien du mal. Vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, ces yeux? De qui parlez-vous et quel mal ai-je causé? Un mal. Le plus cruel, car c'est un mal sans espérance. Le plus terrible, car c'est un mal qui se chérit lui-même et qui repousse la course salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres sous des poisons plus doux que l'ambroisie et qui font en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, que toute la science humaine ne saurait soulager et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui suce l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure, comme une abeille, le miel dans tous les buissons d'un jardin. Me direz-vous le nom de ce mal? Que celui qui est digne de le prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits, que ces orangers verts, ou que cette fraîche cascade vous l'apprenne. Que vous puissiez le chercher un beau soir, vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas sans lui. Est-il si dangereux, si terrible dans sa contagion qu'il effraie le langue qui plaît dans sa faveur? Et est-il si doit entendre, cousine, que vous le demandiez? Vous l'avez appris à Célio, C'est donc sans le vouloir. Je ne connais ni l'un ni l'autre. que vous les connaissez tous deux, et que jamais vous ne les sépariez, voilà le souhait de mon cœur. En vérité? Célio est le meilleur de mes amis. Et si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour, jeune, noble, et je ne mentirais pas. Mais je ne veux que vous faire pitié. Et je vous dirais qu'il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Et est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous. À toute heure, il rôde autour de cette maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres? N'êtes-vous jamais soulevé à minuit sous cette jalousie et ce rideau? Tout le monde peut chanter le soir. Cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer, mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne? En voilà une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans, que voudriez-vous que j'en pense? Il vous reste donc 5 ou 6 ans pour être aimé, 8 ou 10 pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. Vraiment? Eh bien, pour mettre le temps à profit, j'avoue Claudio, votre cousin et mon mari. Mon cousin et votre mari ne seront jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez point Claudio. Ni Célio, vous pouvez le lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio? C'est mon mari. Et pourquoi n'aimeriez-vous pas Célio? C'est votre amant. Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave. Voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Ma foi, elle a de beaux yeux.